À l'écoute de Radio Mali, il est 13 h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13 h, à la tête d'une forte délégation en Russie pour le sommet Russie-Afrique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé plusieurs accords avec la Russie dans divers domaines et bientôt une compagnie aérienne russo-malienne verra le jour. Les retombées de ce séjour présidentiel en Russie dès le début de ce journal avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. 2 unités de production de sucre à Ségou, fruit de la coopération sino-malienne. Pourtant, le Mali ne gagne rien et le prix du sucre prend de l'ascenseur tous les jours. Pour changer la donne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, en visite dans les 2 unités, va prendre des mesures pour que le Malien puisse avoir le sucre à bon prix. Candesila nous en dira un peu plus. À Tombouctou, pour absorber le chômage des jeunes, l'UNESCO vole au secours de plus de 400 jeunes en les formant dans les métiers de l'imprimerie et de l'art. Yaya Tandina nous fera le point. Dans son dossier de ce lundi, Bourama Traoré s'intéresse à un terme très courant ces derniers temps dans notre vocabulaire. Il s'agit du terme les plus hautes autorités. Est-ce correct ou pas? La réponse dans ce journal. Hors du Mali, au Niger, les nouvelles autorités affirment que la France est en train de monter un plan pour libérer l'ancien président Mohamed Bazoum. Pendant ce temps, au Sénégal, arrêté et inculpé pour vol de téléphone portable, l'opposant Ousmane Sonko entame une grève de la faim. Le sport sera l'affaire de Isaac Chenou. Avec lui, on parlera de handball, basketball et bien entendu de volleyball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 31 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, à la tête d'une forte délégation malienne, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris part en Russie à Saint-Pétersbourg au 2e sommet Russie-Afrique, sommet au cours de laquelle il a consolidé les relations séculaires qui existent entre le Mali et la Russie. Le colonel Assimi Goïta et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont eu des séances de travail en marge du sommet. Au cours des travaux, les 2 chefs d'État ont convenu de la nécessité d'intensifier la coopération entre nos 2 pays dans tous les domaines et surtout en intensifiant les échanges commerciaux. Bientôt, une compagnie aérienne russo-malienne verra le jour. Tirant le bilan de ce séjour en Russie, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, salue l'excellente coopération avec la Russie tout en se réjouissant de la qualité et de la fiabilité du partenariat Mali-Russie. Je vous propose d'écouter le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au micro de nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg, Yaya Konate, Adaman Kamara et Abdul Salam Bamba. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Vladimir Poutine de m'avoir invité pour ce 2e sommet Russie-Afrique et pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation. Et comme vous le savez, la Russie a été toujours un partenaire historique et traditionnel du Mali depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Cela dit aussi, nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie, et notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté des 2 États et surtout la prise en compte des intérêts de nos différentes populations. Donc il y a eu plusieurs fois le président Poutine au téléphone et nous avons échangé sur plusieurs questions et c'est la suite de cela qui m'a vraiment adressé cette invitation. Donc il était de mon devoir d'honorer mon engagement par la présence d'une forte délégation malienne composée des ministres, des opérateurs économiques et surtout aussi les membres du CNT. Vous avez donc pris part ici à ce 2e sommet Russie-Afrique. Quelle est l'importance et quels sont les enjeux de ce sommet avec le forum économique et humanitaire, bien évidemment, pour l'Afrique et pour le Mali? L'enjeu de ce sommet, c'est d'abord de construire, de consolider un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans les différents domaines, notamment dans le domaine économique, l'agriculture, le commerce, dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et dans le domaine politique et surtout aussi sécuritaire. Donc nous, pour le Mali, on avait déjà anticipé depuis les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO
contre la population malienne. Donc on avait dépêché plusieurs missions ici en Russie. Et ces différentes missions, il y a travaillé dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture par la fourniture des intrants tels que les engrais, aussi dans le cadre du transport, notamment la relance du chemin de fer. Ensuite, on est en train de travailler dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne avec la Russie. Donc dans le domaine sécuritaire, comme vous le savez déjà, on a eu à bénéficier de la livraison de plusieurs aéronefs et cela va encore continuer. Donc en tout et pour tout, pour l'enjeu pour le Mali, c'est encore de diversifier et d'intensifier cette coopération avec la Russie. Au-delà de ça, la Russie aussi avait, lors du premier sommet, avait déjà convenu avec certains partenaires effectivement de développer le commerce et aussi l'aide humanitaire en fonction de son partenaire avec ses différents alliés. Mais force est de reconnaître qu'il y a eu des difficultés par rapport à ces différents sujets qui ont été discutés, à commencer par la pandémie de la Covid-19 qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas pu être ravitaillés. Il y a eu aussi la vie chère. Donc cela a impacté sur le coût du pétrole, le coût des intrants. Et cela a impacté négativement tous les secteurs. Donc aussi il y a eu l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, aussi qui a impacté tous ces secteurs vitaux. Donc il était du devoir de la Russie de faire un retour d'expérience, de voir avec ses partenaires comment créer de nouvelles routes de ravitaillement, parce que suite à la sanction des différents partenaires contre la Russie, effectivement, cela a amené certains partenaires de bloquer les dons livrés par la Russie. Donc, il s'agira de revoir encore comment créer de nouvelles routes pour le ravitaillement de ces différents alliés. Donc le cadre humanitaire se situe dans ces cadres. Comme vous le savez, le monde a beaucoup évolué, le monde change et il faudra très vite identifier vos intérêts et identifier avec quel partenaire vous pouvez accéder à vos intérêts dans le cadre du respect mutuel et dans le cadre du respect de la souveraineté de votre pays. Donc aujourd'hui, la Russie demeure le partenaire fiable, le partenaire sincère et le partenaire engagé effectivement à répondre aux aspirations des populations maliennes. Donc, raison pour laquelle nous avons développé un certain nombre de secteurs tels que le secteur de la sécurité. Et c'est là en train de continuer. Et pour ce sommet encore, nous allons renforcer tout ce qui est équipement, et tout ce qui est coopération militaire. Mais aujourd'hui, comme on le dit, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Comme sans développement aussi, il n'y a pas de sécurité. Donc les deux phénomènes sont liés. Une raison pour laquelle maintenant, pour cette dernière phase de la transition, le Mali a orienté à développer le secteur économique. Raison pour laquelle nous avons surtout travaillé sur le plan de l'agriculture, sur le plan commercial et aussi sur le plan du transport. Comme j'ai tantôt dit, nous allons encore développer. On a fait la relance du chemin de fer. Il y a encore d'autres qui sont prévus. Mais aussi, nous allons développer aussi avec la Russie une compagnie aérienne russo-malienne. Donc, c'est des procédures que nous allons suivre. Peut-être ça va prendre un peu de temps, mais ce sont des résultats qui seront entendus, voire une accélération de nos engagements dans ces différents domaines, le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le domaine sécuritaire, le domaine du commerce, et aussi dans le domaine politique. Voilà à peu près les résultats qui sont attendus. Il s'agira pour chaque ministère encore de suivre nos engagements, ce dont on a discuté, et à un niveau plus élevé, s'il y a des difficultés, nous allons échanger entre nous au niveau des différents présidents. Mais tous les gérants sont posés maintenant. Il appartient aux différents ministres, aux différents départements de mettre en œuvre ces différents engagements. En marge du sommet et du forum économique et humanitaire, vous avez rencontré votre homologue de Russie, Vladimir Poutine. Quels étaient les sujets à l'ordre du jour? En fait, il y a eu deux rencontres. Il y a eu d'abord la première rencontre qui a été élargie à la délégation malienne, aussi à l'équipe de la Russie. Nous avons échangé sur des questions bilatérales dans les différents domaines, comme j'ai tantôt cité, le domaine sécuritaire, le domaine commercial, l'enseignement supérieur, aussi niveau politique. Donc on a eu à valider
et les engagements qui ont été discutés à travers les différents ministères, et aussi de pouvoir trouver des solutions par rapport aux problèmes qui ont été évoqués par les différents ministres. Donc ces différents engagements ont été validés au niveau des différents présidents. Donc à la suite de cela a duré pratiquement 1 heure de temps. Donc, après cela, il y a eu un tête-à-tête, donc je ne veux pas évoquer les sujets qui sont extrêmement sensibles. Donc voilà en quelque sorte les 2 rencontres qu'on a eues avec le président Poutine. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette visite et avec quel sentiment vous repartez à Bamako? Je suis vraiment satisfait de cette visite et j'ai été surtout impressionné par le respect mutuel du président Poutine et de sa grande disponibilité dans toutes les occasions et aussi sa grande capacité d'écoute. Il nous a réellement écouté et pour terminer, il a dit que le Mali était un partenaire clé pour la Russie. Cela veut tout dire. À l'instant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui était au micro de nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg, Yaya Konaté, Adama Kamara et Abdoul Salam Bamara, le président de la transition, qui tirait le bilan et les retombées pour le Mali de ce déplacement en Russie pour le 2e sommet Russie-Afrique. Direction Ségou, fruit de la coopération sino-malienne, 2 unités sucrières d'Ougabougou et Nsoukala ne répondent pas aux attentes comme convenu car le Mali ne gagne rien au niveau de ces 2 unités. Pour changer la donne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, après une visite dans les 2 structures, va œuvrer pour que désormais notre pays puisse profiter véritablement de ces 2 unités sucrières au grand bonheur des populations maliennes. Selon Moussa Alassane Diallo, le Mali ne gagne rien et ça va changer. Kandé Silla, qui a accompagné le ministre de l'Industrie et du Commerce, nous en dit un peu plus. Les unités sucrières de Dougabougou et de Nsoukala constituent le centre d'intérêt de cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces 2 unités industrielles, fleurons de la coopération sino-malienne, sont arrêtées en ce moment et observent des travaux de révision en attendant la reprise de la campagne sucrière prévue pour le mois de décembre prochain. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Soukala et Nsoukala illustrent parfaitement la vision et les orientations que j'ai pour le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette vision et ces orientations reposent sur la promotion et le développement des industries grandes, moyennes et petites pour transformer la production locale, notamment les produits agricoles, afin d'assurer la couverture de la demande nationale. Une occasion pour le ministre de partager avec la direction des 2 unités sucrières et les travailleurs sur cette vision du département. Mais au regard du constat général, force est de souligner que Soukala SA et Nsoukala ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. Et parole du banquier, une affaire n'est bonne que si chacun gagne. Et le Mali ne gagne rien au niveau de ces 2 unités industrielles. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Parce que les fonds propres de Nsoukala sont négatifs, le fonds de roulement est négatif, la trésorerie est négative, les résultats nets sont négatifs, la capacité d'endettement est nulle, les ratios de gestion ne sont pas respectés. Qu'est-ce que le Mali gagne aujourd'hui dans Nsoukala? Le Mali ne gagne rien et ça ne peut pas continuer. Une affaire n'est bonne que si chaque partenaire gagne. Bien sûr, il n'y a pas de sucre sur le marché. Si on a 2 unités sucrières qui ne peuvent même pas couvrir la consommation nationale à hauteur de 30%. Même le tiers, il ne peut pas couvrir. Nous allons poser ces problèmes-là et nous allons prendre les décisions qui s'imposent. Et on va les prendre et les assumer. Quoi qu'il arrive et quel que soit le prix à payer, on va le faire. En attendant, les marchés restent tributaires du sucre importé pour amoindrir un peu les flambées des prix. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour l'ORTM. À Tombouctou, pour lutter contre le chômage des jeunes, dans la cité des 333 saints, l'UNESCO vient de former plus de 400 jeunes dans les métiers de l'imprimerie et de l'art. Ces jeunes formés doivent à leur tour servir de relais pour d'autres jeunes de la région pour absorber le chômage. Yiyatandina. Soutenir l'emploi des jeunes filles et garçons de Tombouctou à travers la promotion de l'industrie de l'imprimerie, du graphisme et des métiers de l'art au Mali est bien l'objectif visé par la présente rencontre. Co-organisée par I2AJM, Initiative pour l'autonomisation des adolescents et jeunes du Mali, et Graphicom, financée par l'UNESCO.
Pendant 3 jours, les apprenants à travers la théorie et la pratique ont été formés sur les techniques d'impression des goodies. Abdallah Ben Oumar, président exécutif d'Initiative 2AGM. Pendant la formation, les jeunes eux-mêmes confectionnaient des t-shirts et après avoir suivi la formation théorique et pratique. Ibrahim Sissé, représentant de l'UNESCO. Il y aura un impact tout de suite après cette formation-là sur la jeunesse de la ville de Tombouctou et de la région peut-être tout entière. Il s'agit pour les initiateurs de former au total dans la région 200 jeunes aux techniques de sérigraphie et 200 autres aux techniques de graphisme et renforcer les compétences pédagogiques de 100 formateurs dans la région. Fatouma Al-Khamis, participante. On a pu retenir comment on peut taper nos t-shirts et faire en général ensemble, on a bien compris ce qu'on a fait. Ben Fatouma Al-Bedja, directrice régionale de la formation professionnelle. Persévérez, continuez que vous soyez à la hauteur de nos attentes. Vous êtes notre avenir. C'est par la remise des attestations aux participants que cette session d'initiation au métier d'art a pris fin à Tombouctou. Tombouctou, Yehia Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTN. Actualité hors du Mali. Au Niger, les nouvelles autorités accusent la France de préparer une intervention militaire contre le palais présidentiel. Dans un communiqué, le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a déclaré aujourd'hui que la France a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale pour obtenir les autorisations politiques et militaires nécessaires afin de libérer le président déchu Mohamed Bazoum. Selon le CNSP, ces autorisations ont été accordées dans des documents signés par l'ancien Premier ministre Assoumi Massaoudou et par le colonel-major Midou Guiré, commandant de la garde nationale. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko observe depuis hier une grève de la faim suite à son arrestation le vendredi dernier. Il a été arrêté inculpé de vol de téléphone d'une gendarme avec violence ainsi que d'autres chefs d'accusation. Selon lui, cette gendarme l'a filmé sans son consentement. Ousmane Sonko doit comparaître aujourd'hui devant un juge. Ce dernier décidera ou non de retenir les charges qui pèsent contre lui. Les Centrafricains étaient appelés hier dimanche aux urnes pour se prononcer sur leur nouvelle constitution. La nouvelle constitution va remplacer celle adoptée lors de l'investiture de Faustin Archange Touadéra, actuel président en 2016, alors que le pays était en guerre civile et que 80% du territoire n'était pas sous contrôle centrafricain. Les résultats préliminaires de ce référendum en République centrafricaine devraient être annoncés dans une semaine pour être finalisés par la Cour constitutionnelle fin août. Après 29 ans de fermeture de frontières et de bruit diplomatique avec l'Algérie, le roi du Maroc Mohamed VI, à l'occasion de la célébration de son accession au trône, a souhaité la normalisation des relations entre le Maroc et l'Algérie. Dans son discours lors de la fête du trône, Mohamed VI a déclaré que l'Algérie est un voisin et un pays frère du Maroc avec lequel il faut composer et avoir une bonne relation. Parlons à présent de notre dossier de tous les lundis. Nous sommes nombreux à l'utiliser, mais très peu d'entre nous savons qu'elle n'est pas appropriée. L'expression « plus haute autorité », c'est d'elle qu'il s'agit. Le terme revient constamment dans les discours officiels et même dans les papiers de reportage. Pourtant, les plus hautes autorités ne sont pas une formule administrative, encore moins journalistique. En lieu et place, il faut plutôt utiliser le président de la République, le Premier ministre ou le gouvernement. Le grand format du lundi en rediffusion nous aide à comprendre ce phénomène. Il est signé Broma Traoré et Mfali Sidibé. Des plus hautes autorités. Des plus hautes autorités. Les plus hautes autorités. Plus hautes autorités. Si l'expression n'est pas nouvelle, elle occupe aujourd'hui une place incontournable dans les langages courants. Un mot qui semble bénéficier d'un certain privilège dans les sorties médiatiques, comme s'il avait un sens particulier. La gestion efficiente des catastrophes naturelles et les crises sécuritaires est une préoccupation des plus hautes autorités du Mali. Transmettre par la même occasion les salutations des plus hautes autorités. Permettez-moi de saluer les plus hautes autorités de la transition. Les deux passages aux Nations Unies attestent le patriotisme avéré des plus hautes autorités du pays. Je voudrais également vous témoigner toute notre gratitude et celle des plus hautes autorités que je représente ici. Le préfet Abdul Nasser Maïga a exprimé au nom des plus hautes autorités du pays toute sa gratitude. Ils sont politiques, responsables de départements ministériels ou encore simples citoyens à faire prévaloir les termes, comme Yagouba Traoré et Mahamadou Touré, tous deux journalistes qui ont aussi en commun l'usage constant du terme plus hautes autorités. Ça ressort beaucoup plus dans les discours. Quand on écrit, il faut écrire pour être compris.
Donc, quand tu mets les plus hautes autorités, à mon avis, les gens comprendront qu'il s'agit là des premiers responsables du pays. C'est une expression administrative, mais utilisée par les journalistes, parce que moi-même, je l'ai utilisée plusieurs fois dans mes papiers de reportage, dans les communiqués de presse qu'on nous donne souvent. Bon, je l'ai utilisé. Dans les discours officiels, les papiers des journalistes, le terme ravit parfois la vedette et connaît un effet d'insistance. Plus hautes autorités, les utilisateurs ont leur propre conception de l'expression. Amadou Salah Touré et Sada Alassane Maïga nous l'expliquent. Pour nous, les plus hautes autorités, c'est des gens qui dirigent vraiment le pays, en commençant par le président de la République et le gouvernement. Vous allez voir très généralement, le ministre envoie quelqu'un pour le représenter. Le président lui-même envoie souvent quelqu'un pour le représenter. Ce sont des plus hautes autorités. Moi, ce que j'entends par les plus hautes autorités, je vois le président d'abord, je vois ses ministres, les gens qui occupent les hautes places. Ça peut être un signe de respect envers le président, envers ses ministres et autres. Bien que les termes soient à la mode, rares sont ceux qui lui donnent un contenu réel. Pour beaucoup, les plus hautes autorités se résument tout simplement à certaines institutions de la République. Je pense que les plus hautes autorités, pour moi, c'est les premiers responsables du pays. Entendez par là le chef de l'État, les premiers ministres, les différents ministres. Les plus hautes autorités, cela veut dire les gouvernants, par exemple, les différents ministres du sommet jusqu'en bas de l'échelle. Je pense que c'est ce qu'on appelle les plus hautes autorités. En revanche, d'autres professionnels ou simples citoyens semblent opter pour la précision et la concision tant au niveau de l'écrit que de l'oral, à l'image d'Amadou Salah Touré qui préfère appeler les chats par son nom. Le président de la République, le chef du gouvernement ou bien les ministres de tel département. En réalité, l'appellation plus hautes autorités est perçue comme inappropriée dans la désignation des gouvernants. Le constitutionnaliste Magamoussa Sissoko va plus loin. Pour lui, l'expression n'a aucun sens. Il s'agit d'une question effectivement d'actualité parce que de plus en plus ce terme est utilisé alors qu'en fait ça ne veut rien dire en fait. Autorité, ça s'adresse à des personnes morales mais pas des personnes physiques. La haute cour de justice, la HAC par exemple, la haute autorité de la communauté. Donc en fait, haute autorité ne peut concerner que les institutions. Mais les personnes physiques, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, c'est passé dans le langage courant de plus en plus, tout le monde l'utilise, à mauvais escient malheureusement. En bon français, ça ne veut rien dire. Ne dites plus hautes autorités, mais plutôt le président de la République, le Premier ministre ou encore le gouvernement. N'est-ce pas là quelque chose de plus précis et de plus compréhensible? Magamoussa Sissoko est constitutionnaliste. Par exemple, dans le domaine de la justice, la plus haute juridiction, c'est la Cour suprême. C'est les institutions qui sont au sommet de la hiérarchie qui sont les hautes autorités. Mais ce n'est pas les personnes physiques, quoi. Les personnes physiques, on ne peut pas les appeler les plus hautes personnalités. Si on prend les personnes physiques, le plus haut personnage de l'État au Mali, c'est le président de la République. Il faut dire le président de la République, simplement. Après le président de la République, il y a le Premier ministre. Ensuite, il y a l'Assemblée, le président de l'Assemblée. En fait, dans l'ordre protocolaire, ils sont les présidents des institutions viennent avant les ministres. La haute autorité n'existe pas. Les hautes personnalités, oui. Dans une république, le président est au sommet de la pyramide. Donc, il n'y a pas plus haut que lui. Lui ne peut pas dire les plus hautes autorités. Quand c'est le Premier ministre qui parle, c'est plus simple de dire selon les instructions du président de la République qui est au-dessus de lui. Les plus hautes autorités, ça ne veut strictement rien dire et ça ne signifie rien. Faut-il alors ignorer définitivement les termes plus hautes autorités dans les discours officiels et papiers de reportage? Chacun a certainement la réponse. Quoi qu'il en soit, mieux vaut appeler un chat chat. Dans la page sportive de ce lundi, il sera question de volleyball, de basketball avec la 13e journée du championnat national de première division, mais également de handball. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Championnat national de handball, la compétition se poursuit dans la salle Abdraïdra du stade du 26 mars avec la 5e journée de groupe A. Sur les hommes, le Buton de Ségou recevra l'AS Commune 2, l'AS Mandé affrontera le centre Maïga de la base et le Djibo de Mopti sera opposé au Mamara de Kati.
En ce qui concerne les dames, la police jouera contre le centre Maïga de la base et le COL, croisant le fer avec le COM. Hier, dans le groupe B, au compte de la 4e journée, en ce qui concerne les hommes, la police a gagné devant le centre Maïga de la base 61-29. Le Sonegao n'a pas fait le poids devant le centre de la Fiabougou 45-35. Le terrain de Ségasso a plié devant le centre de Missabougou 44-15. Du côté des dames, le centre de Missabougou a largement battu le centre Maïga de la base 40-12 et l'espace a eu raison du Ségé de Caille 40-36. Afro-Basket Senior Dames, hier le Mali a battu le Sénégal 72-49. L'Angola a dominé le Rwanda, pays hôte 74-68. L'Égypte a plié devant le Nigeria 83-65 et le Cameroun l'a emporté face à la Guinée-Conakry 70-50. Sur le plan national, la 13e journée du championnat national est en cours. Une 13e journée qui prendra fin ce lundi. Le programme prévoit en homme, Isfas Djoliba et AS Mandé Salman Bamako. Du côté des dames, on aura les oppositions Calaban Sport AS Police et Communistes Stade Malien. Hier, au compte de cette 13e journée, les résultats ont été obtenus. En dames, le Djoliba est venu à bout de l'Isfas 74-53. L'AS a dominé le centre Salamatou Maïga de Caille 100-51. Calaban Sport a été battu 71-84 par l'AS Real. Chez les hommes, Attaque Club de Kidal a pris le dessus sur l'AS Police 68-58 et l'ASL a gagné contre le Ségé de Caille 86-43. Volleyball pour terminer. L'équipe nationale de volleyball qui sera présente en homme au championnat d'Afrique des Nations de la discipline en Égypte se prépare. Le Mali donc peaufine sa préparation pour le championnat d'Afrique des Nations avec les moyens de bord. Les aigles volleyeurs entendent faire mieux que l'édition de 2021 où ils avaient terminé 10e sur 17. Voilà, à 13h passées de 27 minutes à Dramane-Région, Nekaï, le rappel du sommaire de cette session d'information à la tête d'une forte délégation en Russie pour le sommet Russie-Afrique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé plusieurs accords avec la Russie dans divers domaines et bientôt une compagnie aérienne russo-malienne verra le jour. Vous avez entendu le colonel Assimi Goïta tirant le bilan de cette visite en Russie. 2 unités de production de sucre à Ségou, fruit de la coopération sino-malienne. Pourtant, le Mali ne gagne rien et le prix du sucre prend de l'ascenseur tous les jours. Pour changer la donne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a effectué une visite sur les 2 unités sucrières et il affirme que tout va changer au bonheur des Maliens. À Tombouctou, pour absorber le chômage des jeunes, l'UNESCO vole au secours de plus de 400 jeunes en les formant dans les métiers de l'imprimerie et de l'art. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré s'est intéressé à un terme courant ces derniers temps. Il s'agit du terme les plus hautes autorités. Et puis hors du Mali au Niger, les nouvelles autorités affirment que la France est en train de monter un plan pour libérer l'ancien président Mohamed Bazoum. Au Sénégal, arrêté et inculpé pour vol de téléphone portable, l'opposant Ousmane Sonko a entamé une grève de la faim. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré, réalisation Adam Maïga, mise en ligne Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne semaine à toutes et à tous, surtout bonne fête de panafricaine à toutes les femmes du Mali, d'Afrique et en particulier à nos mamans et à la mienne. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.